Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour les beaux amours, je suis au Cool Club. Je vais faire une petite intro chantée, je pense, pour le Cool Club aussi. Là. Je pensais à ça. Ça manque de jingle, le Cool Club, cet endroit de Granby. Parce que vous savez, il n'y a pas juste le zoo à Granby, il y a le Cool Club aussi. Là. C'est ça qui attire les foules ici, dans cette ville. Bon, alors, cette année, vous savez, peut-être que vous ne le savez pas pantoute, peut-être que je vous l'annonce, je vais avoir 40 ans. Et oui, j'arrive à ce moment-là dans ma vie. Et là, j'ai décidé pour mes 40 ans, parce que je me demandais, tu sais, est-ce que je me fais un party? Qu'est-ce que je m'organise pour mes 40 ans? Puis, quand j'ai eu 30 ans, je suis partie toute seule au Sri Lanka. J'ai vécu quelque chose de très intérieur. On dirait que pour moi, les transitions de décennie, c'est important de je sais pas, faire le point. Là, tu sais, un petit peu comme dans la nouvelle année, là, quand on regarde ce qui s'est passé, ce qu'on veut que ce soit pour la prochaine, pour la suite. Puis moi, 40 ans, c'est ça que j'avais le goût de faire aussi. Donc, j'ai accepté de participer à un défi de grande envergure, je dois dire. Je vais me joindre à l'expédition Leucan. Donc, au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, je vais me rendre au Pérou et je vais faire le trek de Lau-San-Gaté. Lau-San-Gaté, c'est une montagne sacrée là-bas, là, couverte de neige. Vous voyez le genre un petit peu à 5000 mètres d'altitude. C'est très, très haut. Là. C'est un peu intense. C'est un défi physique, mais je le sais au plus fort de mon être que ce sera surtout un défi psychologique. Et là, j'ai le goût de commencer à me préparer. Il y a certaines personnes qui se préparent un an à l'avance. Regarde, moi, je suis juste quelques semaines d'avance, mais j'y vais. Là. J'ai réalisé que j'ai ça qui s'en venait. Fait que je me suis mise à me préparer. Bien évidemment, je m'entraîne physiquement. Et pour les défis sportifs, je sais que c'est, comme je vous l'ai dit, physique, mais principalement psychologique. Donc là, je regarde aussi comment est-ce que je peux puiser à l'intérieur de moi pour développer ma persévérance, ma force. Parce que moi, comment dire ça? J'ai tellement été athlète quand j'étais jeune que à partir de ma vingtaine puis dans ma trentaine, j'étais plus dans respecter mes limites, m'offrir de la douceur, de la bienveillance. Et là, je suis comme en train de renouer avec la discipline, justement, de faire des choses qui sont difficiles, qui me tentent pas. Et pour me préparer, je sais que quand on veut accéder à quelque chose qui est hors de notre zone de confort ou qui est comme notre prochain niveau de développement, une des choses très importantes à faire, c'est de s'inspirer. Et moi, j'ai envie de m'inspirer des plus grands. Donc, j'ai invité pour ce podcast-ci Martine Marois. Martine Marois, c'est une passionnée d'ultra-trail en montagne. Elle fait, tu sais, des défis comme ce que je veux faire là, pour elle, c'est vraiment de la petite bière. Là. Elle a fait le Tour des Géants, elle a fait le Tour des Glacés. L'ultra-trail, là, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous avoue que moi non plus, je ne connais pas vraiment ça, là, mais ce que je sais que ça veut dire, là, c'est que ce sont des gens là, qui courent très longtemps, qui courent beaucoup dans des conditions qui peuvent parfois être vraiment exigeantes. Et Martine Marois, elle se décrit elle-même comme une fille ordinaire qui aime réaliser des choses extraordinaires. Et ça m'a vraiment parlé parce que j'aurais pu inviter là, un ou une athlète là, qui a fait ça toute sa vie, mais Martine, c'est une mère monoparentale de 3 enfants. Elle est maintenant grand-maman. Elle avait un travail et tout ça, puis elle s'est mise à courir, puis à courir de plus en plus jusqu'à ce qu'elle arrive à réaliser des défis immenses comme le Tour des Géants puis le Tour des Glacés. Puis là, vous entendez ça, je sais pas pour vous, mais moi, j'étais comme, elle parle-tu du Seigneur des Anneaux? Là, qu'est-ce que c'est ça, le Tour des Géants? Mais elle pourra nous expliquer, c'est un défi de plusieurs centaines de kilomètres avec énormément de dénivelé. Ça se passe dans les Alpes, en Italie. C'est très intense, c'est dans les montagnes. Puis moi, je vais vivre quelque chose en montagne. Fait que je me suis dit, ça y est, je parlais avec Martine. Puis si vous n'êtes pas allumé par ce genre de défi-là, je vous le dis, ça va être une conversation qui va être intéressante pour vous. Vous allez réussir à puiser des choses parce que, comme on le disait, ce genre de défi-là, oui, c'est physique, mais c'est surtout psychologique. Puis des défis dans la vie, on en a de différentes envergures à plein de moments dans nos vies. Puis ça peut être vraiment là, de tout ordre. Fait que c'est sûr que dans votre vie à vous, vous rencontrez des défis. Puis c'est ça que ça permet de faire, des fois, de se lancer des défis physiques. C'est d'être capable de
travailler sur notre résilience. Comment est-ce qu'on se comporte? Qu'est-ce qu'on a comme discours intérieur quand on est face à de l'adversité? Donc, je suis certaine que vous allez ressortir de cette conversation-là avec plein de belles pépites. Et pas juste ça, l'histoire de Martine, elle est vraiment, vraiment inspirante de façon générale. Fait que laissez-vous porter par cette magnifique conversation avec Martine Marois. Bon épisode! Ça fait longtemps que je veux que tu viennes t'asseoir dans ce beau divan orange, Martine Marois. Je suis vraiment inspirée, puis ça doit être un mot que tu es tannée d'entendre, là, mais c'est vraiment ça à quoi je pense quand je vois tout ce que tu as accompli, mais à travers ton histoire aussi, puis c'est ça que j'ai envie qu'on explore aujourd'hui aussi, ton histoire de femme, au-delà de tout ça, tu sais, parce qu'on va mettre nos accomplissements de l'avant, puis j'ai fait ça, mais je trouve que ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que tu ramènes ça aussi à la femme que tu es, avec les embûches de la vie de tous les jours. Puis c'est pas parce qu'on fait des choses extraordinaires qu'on est, on est au-dessus de l'ordinaire aussi. Tu sais, c'est comment on tisse ça, les grands défis comme les défis de la vie de tous les jours. Fait que merci d'être là. Bien, merci de m'accueillir. Vraiment, je suis privilégiée d'être ici avec toi. Puis oui, je suis actuellement en train de connecter avec la femme. Donc, on va pouvoir en parler un peu plus dans mon parcours. Mais c'est vraiment ça. Moi, c'est l'alignement entre l'entrepreneur, l'athlète et la femme que je suis en train de parcourir dans cette quête au travers d'un défi sportif qui me fait vibrer 100%. Juste pour mettre comme les cartes sur la table, là, qu'on comprenne de quoi on parle ici, parce que j'en ai un peu parlé en introduction. Ben toi, tu cours beaucoup, on va dire ça de même. Tu as fait le Tour des géants, puis après ça, le Tour des glaciers. Pour les gens là, pour qui ça veut absolument rien dire, est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quel genre de défi, là, cette affaire-là? C'est un défi qui est quand même assez mythique et grandiose. Le Tour des géants, c'est une course de 330 km avec 24 000 mètres de dénivelé positif qui fait le tour du Valle d'Aoste en Italie, dans les Alpes italiennes. Donc, le Tour des géants, c'est tu montes une montagne, tu redescends, tu es dans la vallée, tu remontes, tu redescends. Tu fais ça pendant 330 km, environ 7 jours. On a 150 heures pour réussir la course, c'est jour et nuit. Puis, on a 6 bases de vie que notre sac de ravito, nos effets personnels, nous suivent à chaque 50 km. Aux bases de vie où on peut dormir, manger, prendre notre douche, massage, podologue, tout le kit. Puis, tandis que... Et c'est une course qui est balisée. Donc, on suit les petits drapeaux jaunes si les vaches dans la montagne ne les ont pas mangés. On suit les petits drapeaux jaunes. Et le Tour des glaciers, c'est une course qui a été ajoutée en 2019 pour le 10e anniversaire du Tour, qui est de 450 km, 32 000 mètres de dénivelé positif, qui se maintient généralement en haute altitude. Donc, on va rester de refuge en refuge plutôt que de descendre. On descend que 3 fois. On a 3 bases de vie dans la vallée. Donc, l'altitude a un impact beaucoup plus considérable que le Tour des géants. Et c'est en semi-orientation. Dans le fond, orientation, c'est parfois on arrive sur le parcours du Tour des géants et parfois, on bifurque au fin fond de la vallée, là, tout seul. Il faut aimer la solitude. Il faut avoir des aptitudes montagnardes aussi pour être autonome face à toutes conditions climatiques, le froid, le vent. On fait aussi des via ferrata qu'on n'est pas attaché. La nuit. Puis on a 190 heures pour compléter cette course-là. Donc, c'est 7 jours et demi environ. Et pour pouvoir prendre la ligne de départ, on se doit de réussir le Tour des géants en bas de 130 heures. OK. Fait que non seulement il faut le terminer, le Tour des géants, pour pouvoir accéder au Tour des glaciers, mais en plus, il faut le faire dans des temps. C'est cela. OK. Puis il y a seulement que 200 coureurs comparativement au Tour des géants, qu'il y a 1200 à 1500 coureurs. OK. De là, la solitude. Ben oui. Ouais. Mais c'est donc pas... Je ne veux pas dire que c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est juste pour qu'on comprenne, là, c'est quelque chose d'intense. Là. Mettons un marathon là, pour les gens qui ne sont pas dans cet univers-là, c'est combien de kilomètres? Tu sais, est-ce qu'on met, tu sais, puis quand on dit 20 000 mètres de dénivelé, ça veut dire quoi? L'Everest et 8 000 mètres. Oui, c'est ça.
Donc, 3 fois 8, 24. Fait que 3 fois l'Everest, à peu près. Moi, les calculs, je laisse ça pour les autres. Moi, je suis plutôt dans l'être. Ouais, c'est à peu près le comparatif. OK. Et mon filon, il est parti, mais je te laisse poursuivre. Oui, bien c'est ça. Bien, à quel point c'est un défi de taille. Tu sais, mettons, si on compare à certains marathons, tu sais, des courses qui sont peut-être plus familières dans... Un marathon, c'est 42 km sur route. Et tandis qu'un marathon en sentier, un ultra-trail, on va calculer quasiment le double de la durée comparativement à un marathon sur route. Fait que c'est vraiment, au fil du temps, avec cette course-là, on vient à apprendre qui je suis et qu'est-ce que j'aime, dans quel environnement j'aime me dépasser. Est-ce que c'est sur route? Est-ce que c'est un 5 km, 10 km? Est-ce que c'est marcher un Compostelle? Est-ce que c'est courir en trail longtemps? Mais pour ma part, c'est vraiment cette connexion-là à la nature qui était vraiment forte. Et j'ai été aspirée. Au début, je disais j'étais poussée, puis on me fait prendre conscience que j'ai été aspirée vers l'univers du Thor depuis 2018, que je suis dans cet environnement-là année après année, puis que j'évolue. Oui. Tu dis que tu as été aspirée vers cet univers-là. De quelle façon? Tu sais, moi, honnêtement, quand je vois ça, il y a une petite partie de moi qui est attirée, là, tu sais, qui fait comme, hey, ça doit être incroyable là, comme expérience. Puis en même temps, c'est tellement d'une ampleur que j'arrive même pas on dirait, à attraper, là, à mesurer, que je me dis c'est inaccessible pour moi. Tu sais. Je dis, ça, c'est pas ma gang. Là. Ça, c'est du monde bien intense. Comme moi, je serais pas capable de faire ça. Puis la question qui me monte souvent, c'est pourquoi on fait ce genre de défi-là? Tu sais, c'est quoi le but? Parce que, je veux dire, il y a l'accomplissement, mais après, tu retournes dans ta vie. Tu sais, c'est ça aussi, je me dis, c'est quoi le moteur pour ce genre d'immense défi-là? Qu'est-ce qu'on va chercher dans cette intensité-là et cette ampleur? Ben, pour ma part, c'est vraiment c'est là où je me sens comme si je suis en sécurité, drôlement. C'est là que je me sens à ma place. C'est là que je me sens ma propre reconnaissance. Au début, je voulais crier haut et fort, parce que l'événement a commencé en 2018. Je voulais crier haut et fort, j'existe, je suis là. Et j'ai pas réussi. À 192 km, on m'a retrouvée semi-consciente dans les sentiers. Et quand je me suis réveillée, tout de suite après, ça a été comment je peux revenir, mais de façon différente. Et c'est là, parce que j'avais senti quelque chose au fin fond de moi-même que dans les courses ici au Québec, j'avais pas senti. Donc, ma quête a commencé là, de pas, je veux dire que j'existe au monde entier, mais c'était plutôt de prendre conscience que j'existe pour moi. Fait que c'était ma quête à moi, ma reconnaissance à moi, reconnaître ma naissance, c'est mon évolution, apprendre à m'aimer, à aller là où je brille. Fait que c'était plus ça, ma quête à moi. Tu as réalisé que c'était une quête qui était vraiment pour toi dans ton existence. Puis quand tu dis réaliser que, tu sais, la grandeur de qui je suis, est-ce que tu as envie un peu de nous raconter ton histoire? Tu sais, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la première fois, mettons, que t'es allé au Thor des Géants? Tu sais, est-ce que tu étais une athlète? C'est quoi ton histoire? Parce que je t'ai entendu dire que tu étais une fille ordinaire qui aimait ça, réaliser des choses extraordinaires. Puis ça m'a vraiment accroché comme phrase parce que tu vois juste la manière dont moi j'en parle de « ben moi je fais pas ça, là, moi je suis une fille ordinaire là, tu sais, qui peut pas réaliser des défis comme ça. » Tu sais, je me rends compte que déjà, là, moi je me suis catégorisée dans quelque chose. Fait que, tu sais, toi, t'arrives d'où? Puis quand est-ce que tu as réalisé que peut-être tu serais capable de faire ce genre d'affaires-là puis tu as eu le goût de l'essayer au moins? En fait, à la base, je suis une joueuse de basketball. OK. J'ai joué ici collégiale à Grimby au basket. Donc, je suis une fille d'équipe qui, par la suite, quand je suis allée à l'Université de Sherbrooke, c'est là qu'on a commencé avec un plan d'entraînement qu'on devait courir 3 fois semaine des 20 minutes. Mais tu sais, pour quelqu'un qui fait des stop and go, courir en continu, c'est comme hyper difficile. J'aimais pas tant ça, mais je le faisais parce que je devais le faire. Et ça, c'est à peu près en 2007. J'avais 27 ans. Moi, je suis allée à l'université à 27 ans. Qui fait, par la suite, j'ai commencé en 2013 à coacher des gens, à courir à relais de Montréal jusqu'à New York, jour et nuit, pour une compagnie, le groupe Esprit de Corps.
c'est là que ça a fait comme... Ouf. C'est pas tant la course qui m'a fait le oomph, pas tant la folie de courir jusqu'à New York jour et nuit, mais c'était d'amener les gens à se dépasser. Fait que c'était plus ma contribution auprès des individus qui a fait un éveil pour moi, qui par la suite, j'ai coaché, emmené, dans le fond, ma relation avec la montagne, a parti avec le Mont Washington, des ascensions hivernales qu'on amenait des gens en interdépendance à accomplir le sommet du Mont Washington l'hiver. Et c'est là que mon amour pour la montagne a débuté. Ma curiosité a parti là, que je suis allée fouiner un peu partout, puis je suis allée me mettre dans des conditions montagne, ce qui a emmené la course en trail en 2013. Alors ça a été mon début là, de course en sentier. Avant, j'ai fait un marathon dans ma vie, puis c'était l'enfer. Là. J'ai pas aimé ça, là, 4h30 de temps, là, courir là, sur l'asphalte, c'était long. Puis après ça, mais ma première course en trail que j'ai faite en 2013, en 2014, ça a été un 80 km en trail. Non, mais on s'entend-tu là, que c'est pas bien plus intelligent, mon affaire? J'ai fini avant-dernière, mais j'aimais pas ça. Mais pour moi, c'était une longue journée dans le bois avec mon conjoint parce que je courais avec mon chum. Puis j'étais en nature, j'étais dans la montagne. Ça a été ma première relation à la montagne qui a fait que j'en veux plus. Je vais être là plus longtemps. Fait que je me suis inscrite à des 100 km, des 125 km que j'ai pas réussi pendant 3 années de suite, qui a fait qu'on a découvert que j'étais atteinte de la maladie cœliaque, qui expliquait beaucoup de choses. Et là, mon chum décide que, on suivait des amis sur le Tort des Géants, on s'inscrit au Tort des Géants l'année prochaine, puis c'est une pige au sort, au hasard. Donc, on avait tous mis nos noms dans le chapeau, mais mon chum plus 2 autres amis sont pigés, mais pas moi. Fait que là, j'appelle ma fille en pleurant, tu sais, là, ma fille, mais maman, tu t'es tout le temps débrouillée dans la vie, là. Fais une levée de fonds, faites quoi? Parce que mon billet, moi, il coûte 2000 $ de plus que... Fait que là, pour participer au Tort des Géants, c'est une pige pour accéder à ce défi-là, pour pouvoir aller le faire. Fait que là, ils pigent des petits dossards. C'est ça. Mais si t'es pas pigé, tu peux quand même y aller? Participer. Okay. Il y a 40 dossards de solidarité qui donnent un 2000 $ à une cause caritative là-bas. Et, mais il y a 75 pays qui sont représentés au Tort. Donc, c'est faut que tu sois vite avec ta carte de crédit puis que tu respires doucement. Tu te trompes pas dans tes chiffres parce que ça part en 6 minutes. Donc, j'ai réussi à avoir mon dossard de solidarité qui a fait que j'ai participé à cette course-là. Par la suite, dans le fond, là on commence l'histoire, c'est en 2018. OK. Alors, c'est de là que moi, tout a basculé, qui a fait comme j'ai dit, je me suis évanouie par la suite. Comment je peux faire pour revenir, mais de façon différente? Parce que sur cette ligne de départ-là, j'étais avec le sentiment d'imposteur. Puis toute ma vie, dans mes courses, j'étais un imposteur. Mais dans le fin fond de moi-même, je me sentais, je le disais tout le temps, l'âme n'est pas dans le bon corps. Je me sens comme une athlète. C'est là, c'est ma fratrie. Je veux être là, mais mon corps ne m'aide pas, ne me permet pas d'être là. Donc, c'est de là qu'en 2019, j'ai fait, OK, comment je peux revenir, mais de façon différente? Puis j'ai commencé à modéliser. J'ai commencé à être très curieuse dans mon développement personnel. Donc, moi, je suis allée chercher beaucoup de concepts et d'informations du Tony Robbins, du Joe Dispenza, Brené Brown. J'étais allée toutes les chercher, puis j'ai comme rassemblé ça, puis je l'ai appliqué à mon expérience à moi, qui a fait j'ai commencé à me modéliser. Qu'est-ce qu'ils font les top pros? Je vais commencer à me comporter comme une athlète professionnelle, mais je ne le suis pas, mais je vais me comporter comme... là, je suivais Fernanda Machel, qui a fait des choses exceptionnelles. Elle fait de la méditation. C'est quoi de la méditation? Je sais pas comment faire de la méditation. YouTube, méditation guidée. OK, je reste là, je bouge pas. Mais j'ai commencé comme ça. Ils font du yoga. Je suis allée faire du yoga chaud. Donc, j'ai pris l'information puis je suis allée l'expérimenter sur le terrain pour me créer des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, attitudes qui m'emmènent aujourd'hui à avoir changé complètement ma personnalité et qui je suis.
Je ne suis pas une athlète professionnelle parce que ce n'est pas ma profession. Par contre, maintenant, sur cette ligne de départ-là, je suis tellement à ma place avec mes frères et mes sœurs d'aventure parce qu'on a tous notre histoire sur cette ligne-là. On vient tous chercher quelque chose, c'est notre quête personnelle, là. Donc, c'est comme ça a commencé. Il y a tellement de choses que tu as dites. C'est merveilleux, mais ça fait un peu le tour, tu sais, de qu'est-ce qui t'a amené là. Premièrement, je veux juste revenir. T'as dit que la première fois que tu es allé faire un marathon en sentier, c'est comme ça qu'on appelle ça? En tout une cas, course en trail. T'es arrivée genre dernière ou avant-dernière. Ouais. Qu'est-ce que... Moi, mettons, ça m'arrive, OK? Moi, je fais... Pépi, c'est pas pour moi, cette affaire-là. On va aller se trouver un autre projet. Mais toi, t'as décidé de... Puis même si t'as trouvé ça difficile puis que t'as pas aimé ça, t'as décidé quand même de persévérer, d'y retourner, d'en faire plus. Puis après ça, de regarder le tort des géants puis faire, regarde, je vais m'essayer pour ça aussi. Pourquoi? Tu sais, comme, qu'est-ce qui fait que malgré c'est le fait que t'es dernière ou que t'es pas en train de, je mets des guillemets, performer, parce que d'une certaine façon, t'es en train de performer, là, mais d'un point de vue extérieur, je vais encore mettre des guillemets, t'es pas bonne, tu sais. Moi, c'est quelque chose qui m'a freinée souvent dans ma vie. Quand j'essaie quelque chose puis que je suis pas bonne, là, hey, garde, on va essayer d'autres choses. Puis c'est ça qui a mené ma vie. Je me rends compte que je suis où je suis parce que j'ai suivi les places où c'était facile pour moi. Toi, tu as l'air de marcher un autre chemin, là. Oui, ma soeur me l'a tout le temps dit. Toi, tu as tout le temps pris les chemins les plus difficiles dans ta vie. Et pourquoi? Je ne le sais pas. Probablement parce que ça fait partie de qui je suis. Et c'est cette vulnérabilité-là qui m'amène à être sur ces chemins difficiles-là et d'aller l'évoluer, d'aller chercher des compétences que j'ai pas, d'aller chercher des apprentissages, parce qu'on peut tout faire. On peut tout faire, c'est simplement oser. On parlait de perfection tantôt, tu sais, c'est oser être imparfait, imparfaite. Donc, je me permets d'arriver dernière, mais je ne sais même pas si je vais finir dernière, mais c'est le processus, moi, qui m'anime au travers de tout ça. C'est que j'ai une intention, j'ai un résultat, j'ai un début, j'ai une fin, mais entre les deux, c'est tout le processus qui va m'emmener à, je vais me coucher tôt. Moi, les parties, je suis plus capable, là. L'alcool, c'est peu. L'alimentation, là, je suis rendue vraiment là-dedans. L'alimentation cyclique, apprendre à me connaître. Je suis périménopausée. Déjà là, apprendre à me connaître mon cycle, comment il fonctionne, parce que c'est... Mais comment je peux l'appliquer au travers de ça, au travers de mon entraînement? Ça m'amène ça, c'est le processus, ces courses-là. Fait que peu importe le résultat, même si je finis dernière, c'est que je vais avoir, dans mon année, changé tellement de choses dans ma vie qui m'ont fait du bien. C'est ma santé globale. Puis ce que j'entends de ce que tu partages, ça peut s'appliquer à tellement de choses. Tu sais, quand on a un rêve, là, mettons, là, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, là, je rêve de changer de job puis me mettre à, je sais pas, là, à faire des conférences. Parce que c'est ça que j'ai le goût de faire. Mais là, mon point de départ actuel, si je regarde où je suis, je suis loin de ça. Mais, tu sais, quand tu es animé par ce rêve-là, il y a quand même... Tu sais, on pourrait être dans la manifestation et puis je vais me faire un vision board puis je vais attendre que l'univers me dépose ça sur ma petite cuisse, tu sais. Mais de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est d'être animé par un rêve, puis après ça, de poser toutes les actions, les micro-actions du quotidien, faire les choix qui nous alignent sur ce rêve-là. C'est tout aussi important que d'aller atteindre le rêve, là. C'est tout à fait, c'est une excuse. Puis, tu sais, ton rêve qui te fait vibrer, c'est ton point de... C'est là que tu veux aller. C'est ta finalité. Dans le fond, puis là, par la suite, tu as une intention. C'est quoi que tu veux? C'est de décrire c'est quoi que tu veux au travers de ton rêve. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux voir? On active nos 5 sens. Puis, on va aller définir... là, je vais parler, c'est quoi les caractéristiques de ce rêve-là, ou sinon les caractéristiques du défi. Tac, 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 j'ai besoin de ça, ça, ça. Oh là là, ça me génère des limitations, des croyances, qui me limitent, des blocages, des peurs. Et là, la magie.
c'est de prendre une peur, une limitation, puis c'est d'aller l'évoluer dans un cycle. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, je te donne un exemple. Dans mon entraînement, j'avais peur. Mon coach m'a donné du ski touring, du ski de randonnée alpine pour économiser mes genoux et faire de l'entraînement croisé. Je sais monter, mais je ne sais pas descendre en ski. J'ai peur, tu sais. Donc, c'est de prendre cette peur-là que je vais aller chercher une nouvelle expérience avec des gens qui sont bienveillants, qui ont le savoir, qui ont les compétences et qui peuvent m'enseigner et que je me sente sans jugement. Que je me sens que, sais-tu quoi, j'ai le droit d'être pas bonne. J'ai le droit de pas comprendre. J'ai le droit de tomber. Mais je suis avec des gens, une fratrie, une communauté qui vont me permettre ça. Qui vont me permettre d'être la première fois. Peut-être la deuxième. Mais à la troisième, c'est ma responsabilité. C'est de recommencer et de recommencer. C'est ce qui fait que ça va devenir dans mon moi une habitude. Ça va être intégré. Puis par la suite, c'est comme rendu à ta finalité, là, c'est là. Tu n'as même plus à y penser. C'est à l'intérieur de toi. Oui, de sentir qu'il y a des communautés aussi. Puis c'est drôle que tu parles de ski touring parce que ça résonne avec mon expérience de cet hiver, OK? Parce que moi, à la base, j'ai étudié en ballet, puis on n'avait pas le droit de faire de ski, de patin, de ce genre de sport-là. Fait que j'en ai jamais fait du ski, puis j'habite à Sutton maintenant, puis ça fait partie du mode de vie de Sutton de faire du ski. Les enfants vont faire des journées de ski à l'école. Ma fille fait du ski. Tu sais, tout le monde, là, tous mes amis sont ses pentes de ski. Moi, j'en ai jamais fait, OK? Puis je me disais, le ski touring, je pense que j'aimerais ça. Tu sais, l'ascension, ça me tente. Ça, c'est vraiment dans mes cordes. Puis même affaire, j'ai fait, il va falloir que je descende, mais je sais pas comment descendre. Puis là, en ce moment, tu sais, quand tu parles de faire place à nos peurs, puis d'évoluer avec nos peurs puis nos résistances, je suis vraiment dans ce moment-là, en ce moment. Puis je t'avoue que je fais du surplace. Là, j'ai pas vraiment avancé, mais tu sais, quand il y a quelque chose qui nous fait peur ou on a des limitations, il y a quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais fait, on peut vraiment se dire, je vais juste jamais y aller. J'ai toutes les raisons de jamais y aller, mais tu sais, moi, c'est avec ça que je me bats à l'intérieur de moi, des parties qui veulent me garder en sécurité, parce que c'est ça que ça veut souvent. Hein? C'est comme, regarde, on connaît pas ça, puis tu pourrais te faire mal, tu pourrais faire rire de toi, tu pourrais vivre un échec, tu sais, voici toute la liste des affaires qui pourraient mal se passer. On va te protéger de ça, puis tu vas juste pas y aller faire du ski, mettons, là, pour prendre l'exemple du ski. Ouais. Mais comment est-ce que... Moi, c'est ce bout-là là, que j'arrive pas à... Je sais pas si le mot alchimiser est bon, mais tu sais, de comment être avec ma peur, puis d'y aller quand même. Tu sais, il y a une partie de moi qui veut tellement être à l'écoute de mes limites, puis de pas me pousser, puis de pas me faire violence. Puis une autre partie aussi qui a envie de progresser, puis pas me calcifier en faisant, garde, finalement, j'en aurais jamais fait du ski parce que je me suis juste protégée de ce qui aurait pu mal aller. Mais tu sais, c'est inconfortable le processus de justement évoluer, de grandir, d'aller vers des choses nouvelles. Puis ça s'applique à n'importe quoi. Là, on prend le ski parce que c'est très tangible, puis moi, ça résonne dans mon expérience actuelle. Mais tu sais, comment toi, tu fais pour justement aller avec... Tu sais, comment est-ce que tu vis avec ces peurs-là puis ces limitations-là puis tu arrives à travailler avec? On dirait que c'est encore abstrait pour moi dans ma tête. Dans le fond, la peur, c'est qu'on n'a pas la notion, on n'a pas la compétence, on n'a pas le savoir, on n'a pas l'apprentissage, entre autres, OK? Puis, c'est l'inconfort. C'est l'inconfort, c'est l'inconnu. Ouais. Donc, Mais c'est d'aller chercher, comme je dis, d'aller chercher des gens, comme dans le ski. Mon chum, c'est l'être le plus patient au monde et le plus formidable. Et, il a beau essayer de m'enseigner le ski, je comprends pas. Puis, tu sais, ça m'a amené à... J'ai pleuré en haut de la pente, puis je tremblais, puis j'ai peur! Mais il dit, Marthe, descends, je t'entends pas. Hey, il veut pas descendre, je suis pas capable de descendre. Bref, puis je suis allée chercher une personne dans mon entourage que j'ai le droit d'être dans cette vulnérabilité-là qui, elle, va me protéger, qui va être à mes côtés puis qui va respecter mon rythme. Donc, je suis allée chercher une dame, puis
Puis là, je lui ai dit, Élisabeth, là, j'ai peur dans le jour. Il y a du monde parce que ça passe d'un bord puis de l'autre, ça te frise les oreilles, puis je suis crispée. Elle dit, inquiète-toi pas, on va y aller ensemble. Puis je sais qu'elle peut, comme toutes les mettre un bâton dans un ski s'ils viennent proche de moi, elle va me protéger. Fait que je me sens en sécurité. Avec qui tu peux te sentir en sécurité pour être vulnérable et imparfaite, pour faire tes premiers pas. Un enfant qui commence à marcher, hein? Il y a les parents qui sont bienveillants à côté, mais c'est d'aller chercher ces parents-là bienveillants, ces figures-là pour nous aider à faire ces premiers pas. Fait que c'est ça. Puis par la suite, j'ai recommencé. Là, cette saison-ci, moi, je disais, je sais pas à quoi qu'ils me servent mes bâtons encore. Je suis pas rendue là dans mon apprentissage. Mais je suis capable de descendre. Je suis vraiment fière de moi. Fait que je me suis pris un entraînement privé. Halford, exemple. Puis là, je dis à madame, tout de suite, c'est comme de l'autocompassion aussi. Tu sais, je suis douce envers moi-même pour dire à la personne qui m'accompagne, madame, je recommence. J'ai besoin d'y aller, de revoir mes bases. Bon, on va aller dans la pente-école. Yes! Avec les enfants. J'ai-tu du fun avec les enfants? Puis je suis émerveillée de les voir. Mais ils n'ont pas de bâton, madame. Comment est-ce qu'ils font? Mais ils sont avec les parents, puis c'est beau. Fait que je me permets cette vulnérabilité-là, puis c'est de me créer cette barrière-là de protection du regard des autres. Donc, c'est comme ça que, je te dirais, d'oser être imparfaite puis d'aller chercher des gens avec qui que, tu vas tomber. Puis, tu vas te montrer comment commencer. Tu tombes à terre, OK, t'es à terre, puis là, comment tu vas te relever. Puis là, il y a plein de monde qui vont te regarder, puis t'es à terre, puis c'est naturel, tu sais. Pas que c'est normal, c'est naturel. Tu commences. Fait que quand tu as commencé à courir en sentier, est-ce que, c'est ça, tu t'es entouré quand même de gens qui t'ont... C'est ça, hein? On pense que ce sont des défis qui sont individuels, puis on est dans nos affaires, mais ça prend un village pour toutes ces choses-là. Hein? Tout à fait, tout à fait. Puis j'ai toujours été chercher des gens que je modélisais. Puis ma force, c'est la connexion. Ma force, c'est je suis capable de connecter avec les gens. Donc, qui excelle dans ce qu'il fait. Fait que je suis allée connecter avec des top pros. Donc, la première année, en 2019, quand j'ai réussi le Tour des Géants, puis que moi, j'ai dit, moi, je veux être sur la ligne de départ du Tour des Glaciers. Quand je suis revenue, on a eu 2020, là, c'est la fameuse COVID, il n'y a rien eu. Mais en 2021, j'étais qualifiée pour le Tour des Glaciers. Je m'en allais me qualifier pour le Tour des Glaciers. Qui j'ai besoin à mes côtés pour que je devienne, pour me qualifier au Tour des Glaciers. Donc, j'ai beaucoup modélisé à l'époque. C'était la grande championne Silvia Trigueros, l'Espagnole, a gagné 2 fois le Tour des Glaciers. J'ai regardé tout son film qu'elle a fait de sa participation sur YouTube. J'ai décortiqué tout son visuel, comment est-ce qu'elle évolue pendant la course. Même pendant la course, j'incarnais ce passage-là, puis j'étais elle. C'était grandiose. Et j'ai aussi regardé la double championne aussi, Lisa Borzani, l'Italienne. Donc, je suis allée faire 2 camps d'entraînement. J'ai dit, moi, les top pros, ils font quoi? Ils restent dans l'environnement montagne. Ils s'acclimatent. Je suis partie 1 mois et demi en Italie, toute seule, aller faire 2 camps d'entraînement avec Lisa Borzani, avec une gang d'Italiens qui parlent tout en italien, puis moi, la Canadienne qui arrive, parle peu anglais, avec mon sac beaucoup trop lourd parce que je suis cœliaque, j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de nourriture et être autonome. Je peux pas manger dans les refuges aux tables de ravito, tu sais. Mais je suis allée connecter avec les top pros. Puis j'ai réussi mon Tour des Géants en 122 heures. J'ai réussi à me qualifier. Mon chum, il m'a appuyé. Il était mon équipe de support qui m'amenait ma nourriture. C'est ce qui me permet aussi d'être dans ma pleine énergie. Mais je reviens l'année suivante. Qui va m'aider sur le Tour des Glaciers? J'ai aucune idée comment utiliser un GPS. Moi, je m'en fous. Je veux juste être dans la montagne. Je suis connectée aux éléments de la nature, mais là, il faut que je m'oriente. Mais je ne sais pas comment faire. Ben, le top pro, Jules-Henri Gabiou, le Suisse, qui a gagné le Tour des Géants à 21 ans, puis il a gagné le Tour des Glaciers, il l'a fait. Ça me coûterait combien faire un stage avec toi sur le parcours du Tour des Glaciers? Bon, ben, ça va me coûter tant. Bon, ben, OK. J'ai dit oui. Puis j'ai connecté toute seule avec quelqu'un qui a l'expérience, l'expertise, puis qui m'a amené à
navigué. Il m'a donné tous ses outils, toutes ses ressources. Je l'ai modélisé. J'ai regardé comment ce qu'il fait. J'ai même mimé c'est la façon qu'il s'exprime. Tu sais, ça ici, c'est un peu sport. Hein? Tu sais, ben oui, on est à flanc de montagne. Puis là, tu regardes ça de même. OK, sport, ça veut dire un peu sport. Ça veut dire comme, tu sais, OK, ça va être challengeant, là, tu sais. Puis ça va le faire. Tac, tac. Mais pendant le temps, c'était comme s'il était à mes côtés. Mais c'est ça, je suis allée chercher des gens qui sont experts dans leur domaine, puis je connecte avec eux pour pouvoir m'emmener à maîtriser cette connaissance-là que je suis en train d'apprendre. Je trouve ça intéressant quand tu parles de j'incarnais, j'ai regardé ces personnes-là, puis je l'ai incarné dans mon corps. Ouais. Puis c'est quelque chose quand même qu'on dit souvent, tu sais, quand on veut se transformer ou quand on veut accéder à notre version, tu sais, quand on veut regarder la version future de nous qu'on a envie d'être, là, de commencer à le sentir dans notre corps, de le somatiser. Comment, mettons, là, si j'étais la personne qui est justement, qui fait le tort des géants, qui fait le tort des glaciers, qui fait ces choses-là, qui fait ce genre de défi-là dans la vie, comment je bouge dans mon corps? C'est quoi ma posture? Puis je sais que pour certaines personnes, ça peut avoir l'air un peu niaiseux, mais ça transforme vraiment parce que c'est lié à l'image qu'on se fait de nous. Fait que de déjà commencer à se raconter une histoire différente à propos de nous, puis aussi de l'incarner dans notre corps. Tu parles de ça, puis c'est ce que je fais maintenant le matin en me levant. Tu sais, j'écoute des visualisations, puis je l'incarne dans mon corps, puis je me prépare avec ça dans ma tête. Puis là, je le fais pour plein d'affaires dans ma vie, mais de l'incarner dans notre corps, je pense que c'est aussi une bonne piste. Puis de regarder tu sais, tu aurais pu regarder ces personnes-là puis les regarder avec de l'envie, puis de se dire, tu sais, on sait, puis tu sais, un peu de jalousie, genre, ben, pas si bonne que ça. Je sais pas, j'ai pas retenu les noms des gens dont tu parles, mais tu sais, là, l'italienne, là, puis l'autre, elle est pas si bonne que ça. Tu sais, mais au contraire, je vais reconnaître leur capacité, tu sais, ce qu'elles sont capables de faire, puis plutôt que de l'envie, je vais m'en inspirer, puis ça me montre que c'est possible, puis est-ce que moi aussi, je peux faire émerger ces graines-là en moi, parce qu'elles sont en tout le monde, ces graines-là. C'est juste que qu'est-ce qu'on choisit d'arroser, là? Oui, tout à fait. Puis avec le cheminement que j'ai fait, j'ai pris conscience que c'est pas de l'envie, ces personnes-là qui viennent à mes côtés, c'est des miroirs d'une partie de moi qui est dans l'ombre. Donc, avant, je n'en avais pas conscience. C'était ces personnes-là que c'est de savoir son mode de fonctionnement. Est-ce qu'on est visuel, auditif, kinesthésique? Donc, c'est quoi notre mode de fonctionnement? Moi, je suis visuel et kinesthésique. Donc, ça va être beaucoup... je vais aller regarder toutes les vidéos qu'ils ont fait, autant dans le tort ou dans toutes leurs autres, tu sais, Instagram, j'épluche tout, là. Donc, je visualise leur comportement, puis je l'intègre, je l'incarne dans ma posture à moi. Puis, mais par la suite, ça a vraiment évolué à... c'est des miroirs d'une partie de moi qui veut émerger. C'est donc bien beau. C'est pas de l'envie, de la jalousie, de la compétitivité. Tu sais, sur la ligne de départ du Tort des glaciers, on était 12 femmes. La première année, là, il n'y avait que 3 femmes il était 100 participants. Puis moi, c'était une inspiration pour moi. Ça m'attirait. Puis là, je me disais, pour réussir un podium sur le Tort des glaciers ou Tort des géants, c'est les 5 premiers qui t'as à terminer la course, puis tu fais partie d'un podium. Puis tu sais, dans mes médias sociaux, avant, je m'appelais championne sans podium. Puis là, j'ai changé mon nom. Hey, là, non, je suis Martine Marois Mindset. Là, tu sais, je travaille positivement, là, mon mindset. Puis là, est arrivé en 2022, je m'en vais voir la liste des femmes. 14 femmes. Puis là, après ça, c'est de là qu'est devenu le miroir qui est entré en moi, tu sais. Là, c'était comme, là, c'est pas de la compétitivité. Elles sont toutes un reflet d'une partie de moi-même. Celles qui sont à mes côtés. Puis là, c'est comme, wow! Hey, c'est beau, là! C'est ça que je suis, c'est grandiose, là. Donc, c'est d'assumer cette partie-là, c'est de l'apprendre et de l'évoluer. C'est de la mettre en lumière. Est-ce que tu trouves ça dur d'incarner le grandiose en toi?
Tu sais, parce que c'est ça, le tort des géants, quand tu le réussis, tu deviens comme un géant. C'est un peu ça. Mais tu sais, moi, mettons me faire dire ça, je suis comme, ben non, je suis pas une géante, je suis juste Van, votre ami. Tu sais, comme on dirait que je pourrais pas prendre ça. Puis, mais en même temps, tout le monde est grandiose aussi. Puis en tout cas, mais tu sais, d'incarner ça, championne ou comme grande, tu sais, athlète professionnelle, parce que tu parlais de ton sentiment d'imposteur au départ, d'être toi versus les professionnels, tu sais, comment tu as travaillé à être capable d'incarner ça pour toi? Qu'est-ce que c'est dur? C'est très dur. C'est de l'acceptation. C'est accepter qui on est réellement. Donc, moi, plus que j'avance dans mon chemin, plus que c'est magnifique l'impact que je peux contribuer à la collectivité par mon intégrité. Mm-hmm. Puis c'est de l'assumer. Puis c'est ça que pour ma part, que notre fameuse peur, ben c'est ça. C'est de dire, ben, je suis en sécurité. C'est d'être auprès des gens qui sont comme moi, comme le reflet de qui je suis, puis c'est de faire les premiers pas. Puis par la suite, je vais pouvoir être vraiment, moi-même, m'exprimer dans ma couleur, dans mon essence, sans le jugement des autres. Puis je m'en fous du jugement des autres, mais avant, c'était pas ce discours-là que j'avais. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ça. On est passé rapidement sur le avant, tu sais que tu as commencé à faire ces défis-là. Puis j'aimerais ça quand même le mettre en contexte parce que quand on parle de nos croyances limitantes, puis de se dire, ben moi, je suis juste ça, ou peu importe, mais ton histoire, j'ai trouvé vraiment touchante. Tu es devenue maman quand tu avais 16 ans. Puis t'as 3 enfants, c'est ça? Oui, j'ai 3 enfants. Puis là, t'es grand-maman aussi, hein? 4 fois. Oui, mais là, quand tu disais, je suis allée à l'université à 27 ans, là, est-ce que c'est à cause de ça, entre autres? Puis qu'est-ce qui a fait que, ben, je veux dire, tu étais occupée à être mère, là, à 16 ans, mais qu'est-ce qui a fait qu'après ça, tu as voulu aller à l'université? Est-ce que tu veux un peu nous raconter d'où tu arrives? Parce que c'est ça aussi qui nous permet de mesurer, je pense, l'ampleur du défi psychologique aussi, parfois. Oui. En fait, moi, j'ai dit à ma mère et à mon père, mais en premier, c'était ma mère, que j'étais enceinte à 8 mois et demi. J'avais eu 8 mois et demi de fait. Je l'avais dit à personne. Et j'ai continué à faire mes sports comme si elle n'existait pas. Parce que dans ma tête de petite fille, ben, tu sais, j'étais... je portais un lourd mensonge en dedans de moi. Puis dans ma tête de petite fille, c'était comme, ben, je vais faire une fausse couche, puis personne ne va le savoir. Hein? Mais ma fille, maintenant qu'on la connaît très bien, elle a voulu être là. Puis je suis hyper reconnaissante de ça. Donc, ce qui a fait que, quand je l'ai dit à mes parents, 3 jours après, ma mère m'a emmenée au CLSC, puis ils m'ont dit, dans 2 semaines, ton bébé arrive, là. Tu n'avais même pas fait de suivi de grossesse, tu ne savais pas t'étais rendue à combien, c'est ça? C'est ça. Fait que ce qui a fait que ça a été une méga mobilisation familiale, ça n'a pas été dans le jugement, ça a été accueilli dans l'amour, dans l'entraide. Fait que toute la famille s'est mobilisée, tu sais, basinette, linge et tout ça. Puis il est arrivé 1 mois plus tard, finalement. Puis quand je suis sortie, ça c'était vraiment beau, quand je suis sortie de la salle d'accouchement, c'était... ma mère et ma sœur sont venues à l'accouchement avec moi, mais c'était mon père et mon frère étaient là. Donc, toute ma famille était là. Fait que c'était vraiment beau. Ils m'ont accueillie. Ce qui a fait que j'ai... après, par la suite, je suis revenue avec le papa de ma fille. Et on est allé en appartement. Elle avait 6 mois. J'étais allée étudier au cégep, mais j'étais là pour le basket. J'étais pas là pour l'école. Parce que c'était vraiment ça qui m'animait. Et qui a fait que, la vie m'amène le deuxième, à 19 ans. Je l'ai dit à 4 mois et demi, fait que quand même, je me suis améliorée. Fait qu'à 19 ans, j'avais déjà 2 enfants. Je me suis séparée. J'ai eu le petit 3e à 24 ans, qui me suis séparée à 25 ans. Puis à l'intérieur de moi, c'était tellement fort d'aller à l'université. J'ai 3 enfants, je suis monoparentale à 25 ans, 25, 26. Et je me retrouve aussi, plus de job,
plus de maison, plus de voiture. Fait que j'ai à me redéfinir complètement avec mes 3 enfants. Puis je me suis inscrite catégorie adulte à l'Université de Sherbrooke parce que j'avais pas terminé mon cégep. Ben, tu avais des enfants à élever. Ben non, j'étais j'étais tout le temps dans les gymnases. Moi, je Ouais, comprenais pas quand c'était optionnel parce que c'était les examens. Tout le monde était en train d'étudier, mais moi, j'étais dans les gymnases. Mais Ouais. tu sais, j'ai pas eu mon diplôme, mais tu sais, j'ai eu personnalité féminine de l'année parmi toutes les athlètes féminines du cégep. Athlète féminine de l'année, la joueuse la plus utile sur l'équipe étoile. Donc, j'avais vraiment un impact du point de vue social dans mon groupe de basket, mais aussi au sein de toute l'école. Donc, j'avais vraiment quelque chose de beau qui a fait qu'à 27 ans, je suis rentrée catégorie adulte en kinésiologie, volet encadrement sportif à l'Université de Sherbrooke avec 3 enfants au primaire. Au primaire, Ouais, c'est ça. c'est ça. Fait que c'est là que tu as commencé à courir pour ton programme C'est ça. en kinésiologie. Puis j'ai été là pendant 4 ans et demi à voyager Granby-Sherbrooke. Puis mes parents ont été... Tu sais, j'ai toujours eu du support autour de moi. J'ai toujours eu un collectif qui m'a supportée au travers de mon chemin de vie. Bien, d'avoir vécu ça, probablement que ça t'a amené aussi de prendre conscience que la vie, ça se passe mieux quand on est soutenu, quand on est en collectivité, quand on travaille ensemble. Oui, tout à fait. Donc, ma vie est une succession de résilience, hein? De vulnérabilité, de persévérance. Oui, parce que on parle de grands défis, mais tu sais, il devait en avoir là, dans ta vie de mère monoparentale qui essaie de faire ses études au travers ça, de l'adversité, des défis, des choses un peu impossibles à réaliser. Puis, tu sais, oui, il y a ces grands accomplissements-là, mais je veux dire, d'une certaine façon, tu t'es entraîné là, durant ces années-là. Tu sais, des fois, tu fais face à une situation, tu fais, je sais pas comment ça va être possible, mais tu finis par trouver le chemin. Là. Ouais. Ben, ça m'a amené, oui, tout à fait ça. Ça m'a amené, comme je dirais, c'est ma vie avant a été constamment en mode survie. Mm-hmm. Parce que j'étais toujours dans un état, je vais dire, action, là, constamment. Là. Tu sais, quand on parle d'énergie féminine, masculine, là, moi, je dans ton masculin. Ben, fort, là, tu sais. Puis j'arrive aujourd'hui, c'est ça ma quête, c'est cette harmonie-là, cet équilibre-là. Je veux plus être en mode survie, je veux vivre. Je veux vivre. C'est ça que je veux. Donc, ma quête, c'était de me connecter à cette énergie féminine-là que je n'avais pas de modèle près de moi. Je ne savais pas c'était quoi prendre soin de moi. Je ne savais pas c'était quoi respecter mon rythme, ralentir du repos, être dans mon intuition, célébrer ma féminité. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait l'amour la première fois puis je suis tombée enceinte. Je suis dans la culpabilité. Fait que pour moi, tout ça, c'est pas sain, c'est pas beau. Puis là, je suis en train de connecter avec la femme. Parce que j'ai passé de fille-mère. Mais il manque le bout de la femme qui s'émancipe. J'ai tout de suite été dans, hey, là, OK, là, faut nourrir tes enfants, là, faut protéger tes enfants, là. Mm-hmm. Donc, j'ai toujours été là-dedans, mais aujourd'hui, c'est cette quête-là, d'équilibre-là, d'harmoniser mon énergie féminine et mon énergie masculine. Puis c'est ma course qui m'a permis, c'est mon événement qui m'a permis ça. De quelle façon l'événement t'a permis d'accéder justement à ta féminité, à prendre soin de toi, à te célébrer, à être à l'écoute de ton corps, puis tout ça? Parce que moi, dans ma tête, je suis comme, hey boy, c'est très masculin, là, c'est comme c'est quand même de la performance, c'est d'aller dépasser nos limites. Tu sais, comment est-ce que tu intègres le prendre soin de soi, puis d'être à l'écoute de son corps à travers ces immenses défis-là? Ouais. Ben, en premier lieu, ça a été vraiment d'aller connecter avec ma nature cyclique. Ouais. Donc, c'est de m'entraîner en conscience. Ce qui fait que dans mon entraînement, à chaque mois, je vais respecter cette nature, mes phases cycliques. Fait que je vais avoir un hiver, je vais avoir un printemps, un été, un automne, ce qui fait que je ne suis pas constamment à 100% en train de courir. Donc, quand je suis dans ma phase menstruelle, je suis dans mon hiver. Je me permets de ne pas être
en train d'être en entraînement. Je peux être en repos actif, c'est-à-dire, je peux être en contemplation, à marcher dans la petite montagne avec mon chien, ou si je suis dans une grosse montagne, ben, je peux m'asseoir et contempler la rivière. Je peux mettre mes pieds dans la rivière, me mettre mon corps au complet, dépendamment de la saison, là. Mais c'est une façon d'aller connecter avec cette énergie féminine-là. Donc, je vais m'entraîner en conscience selon mon cycle. Je vais avancer avec ça. De quelle façon je vais connecter? Oui, bien, beaucoup cet été, dans qu'est-ce que j'évoluais à chaque... comme je mentionne, j'ai un début et j'ai une fin à chaque mois. OK? Et mon automne me permet ces fameux cadeaux-là, ces fameux radars à bullshit, ces drama queens-là qui arrivent, qui fait que quand j'arrive dans mon hiver, je suis avec mon journaling, je suis avec moi, mon intériorité, je vais aller avoir cette perspective-là, je vais reculer dans mon dernier cycle tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, tout ce qui a été positif, négatif, je les nomme et je les encercle en rouge. Qu'est-ce qui est comme, hey, ça m'a vraiment challengé, ça a vraiment été quelque chose de difficile. Ou je l'encercle et à vol d'oiseau, j'ai une perspective. Oh my God, le cadeau que ça me donne. Donc, j'ai à évoluer, exemple, j'ai à évoluer mon côté relationnel. Comment je vais le faire? Fait que je vais me trouver des astuces, je vais aller regarder, je vais être méga curieuse. Comment je peux connecter mon relationnel, mon amour de soi, me respecter, ma compassion, mes limites dans... tu sais, moi, je suis une visuelle, hein, mon truc est parti, mais bref, comment je vais aller connecter ça dans mon printemps? Puis ça va être ça que je vais évoluer, l'amour de soi, dans mon cycle au complet. Donc, tu vois, là où j'en suis actuellement, j'en suis même pas allée évoluer un aspect physique pour ma course. J'évolue le côté spirituel. J'évolue le côté émotionnel. Connecter avec mes émotions. Ma génération, mais moi, j'ai pas appris à communiquer, à connecter, à... C'est quoi mes besoins? À les nommer. Non, je les ai cachés. Oui. Puis là, c'est tout un savoir. Ben, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de, sur un cycle, je vais aller évoluer ça. Je vais me trouver des trucs et astuces. Je vais aller fouiner l'information. Puis je vais aller le mettre en pratique dans mon printemps. Puis dans mon été, je vais le consolider. Fait que tu refais ça à chaque mois, tu y vas de façon cyclique. C'est tellement intéressant parce que c'est rare qu'on parle de l'aspect spirituel, disons, de ce genre de préparation-là, puis de ce genre de défi, tu sais, quand tu te retrouves dans la montagne, c'est ça aussi, j'essayais de me, tu sais, parce que je vais en faire un petit défi, là, je fais le trek de Los Angeles ce printemps, puis tu sais, j'essaie déjà de me projeter comme, OK, mettons, moi, là, quand je sens que je suis plus capable, là, tu sais, comment est-ce que je me prépare là-dedans, comment est-ce que je vis, puis j'ai envie que tu nous en parles un peu, mettons, tu sais, quand disons, là, t'es dans le tord des géants, le tord des glaciers, peu importe, t'es en montagne, t'as de la douleur, ou tu sens que t'es plus capable, t'as un mur, là, qui est devant toi. Puis, tu sais, ça se passe aussi quand on vit un accouchement. Tu sais, c'est quand on a des grands défis, là, quand on est vraiment allé au bout de nos capacités. Comment tu fais face à tes murs, justement? Comment est-ce que tu arrives à venir, là, tu sais, t'es dedans, là, mettons, là, puis là, t'es en train de vivre ça, là. Tu sais, comment est-ce que tu arrives à traverser ces murs-là? Parce que je pense que c'est tellement quelque chose aussi qu'on vit dans nos vies de tous les jours, là. En fait, comme je te dis, pour ma part, c'est l'harmonie. Donc, je suis en quête de cet équilibre-là, de mon énergie féminine et masculine dans le moment présent. Afin que je sente un état de béatitude, de quiétude, de joie, de paix intérieure ou de bien-être. C'est ça mon objectif. Ce qui fait que je vais aller chercher tous les mots-clés de l'énergie féminine. Je vais aller chercher tous les mots-clés de l'énergie masculine. OK? Et pendant la course, ce que je fais, si je suis en train, exemple, de monter un col à 3000 mètres, puis ça devient vraiment difficile, je suis dans l'action. J'ai pas le choix d'avoir mon énergie masculine pour qu'il puisse m'emmener avec ma force, mon courage,
m'amener à être au sommet. J'ai pas le choix. J'ai besoin de lui. Mais j'ai besoin d'être en harmonie parce que si je me fie juste sur lui, hey, je vais être époumonée, là, puis je vais souffrir, là, ça sera pas le fun. Mais je veux être bien. Donc, comment je peux emmener cette douceur-là à l'intérieur de moi? Est-ce que ça va être de m'apaiser avec des mots qui vont me dire, qui vont me réconforter, qui vont respire, ralentis ta respiration. Ça peut être aussi, si je suis auditive, me mettre une playlist de musique douce. Si je me mets une playlist là, de AC/DC, là, hey, j'active mon masculin, là, je vais arriver, là, je vais m'épuiser en haut. Mais je cherche l'équilibre. Donc, je vais mettre d'énergie douce, de musique douce qui me calme. Fait que ça va comme être une danse entre l'énergie féminine et masculine dans ma montée qui va m'amener ça. Ça peut être aussi, dans l'énergie féminine, on va contempler. Oui, parce que t'es quand même dans des endroits fabuleusement beaux, là, quand même. Ah, c'est magnifique. Donc, si je suis une visuelle, je peux me dire, OK, moi, j'aime ça me faire des jeux, là. J'ai un imaginaire très fertile. Donc, identifie 10 choses que tu trouves de beau et dis pourquoi. Tu fais ça pendant que tu cours, genre? Dépendamment où ce que je suis. Okay. Si je suis dans un col que je suis en train de monter un 3300 mètres, ça se court pas. Non. Donc, c'est du power hiking qu'on va faire, mais la course va se faire après ça. Il y a une petite pente abrupte, mais après, c'est de la course qu'on peut faire. Ouais. Mais dans la montée, j'ai besoin de mettre un pas en arrière de l'autre puis d'avoir une constance. Donc, c'est ça que je fais. Fait que je vais regarder autour. Fait que ça m'amène à observer l'extérieur. Puis ça change mon état d'esprit. Ça change mon mental, puis ça m'emmène cet équilibre-là. Ça peut m'emmener aussi dans cette douceur-là. C'est ça, la respiration, ralentir, des mots doux. Fait que c'est vraiment d'aller chercher, comme je dis, les mots-clés de l'énergie féminine et les mots-clés de l'énergie masculine. Puis c'est comment je peux les faire intervenir ensemble pour qu'il y ait un équilibre selon ce que je ressens ou ce que je suis actuellement. Puis le défi que tu as à faire immédiatement, là, où est-ce que tu en es rendu? Oui. Ouais. Je te donne un autre exemple. J'étais avec mon conjoint, Dany, on avait fait un repérage sur le sentier du Tord des Glaciers et on était partis du refuge. On part tôt le matin, c'était notre deuxième journée. Ça avance pas. J'ai aucune énergie, ça le fait pas, pensée négative, puis on est dans un col qui... c'est un 3000 mètres lui aussi, puis il est quand même assez psychologiquement difficile, puis ça le fait pas. Puis je fais intervenir comme toutes mes notions, puis ça fonctionne pas, jusqu'à temps que je fasse comme « Oh, attends, Dany est là. Comment je peux me connecter à son énergie, à lui, pour... » C'est mon modèle. C'est comme si c'était mon père bienveillant qui est en avant de moi, mon grand frère, puis que je marche dans ses pas. Puis c'est ce que je faisais. Donc, mon focus était mes yeux et mes pieds. C'était chaque pas incarnait Dany, puis je le ressentais, puis il m'amène cette harmonie-là. Il m'amène à marcher plus doucement. Donc, la connexion énergie humaine. Tu as aussi l'énergie de la terre, l'énergie des végétaux, l'énergie, des roches, des minéraux, l'énergie du ciel, l'énergie des animaux. On était dans ce col-là, puis là, l'énergie négative commence à revenir. Et là, bang! L'univers m'envoie un bouquetin magnifique sur le bord du rocher. Puis là, c'est comme, ouf! Ça me ramène l'équilibre. Oui. Est-ce que tu vis justement des expériences comme... Tu parles de... Tu es en train de traverser quelque chose de difficile, là, finalement, il y a un bouquetin qui arrive, ça te réénergise. Il doit y avoir quand même des expériences presque de l'ordre mystique là, quand tu es dans ces endroits-là pendant plusieurs jours, en train de, justement, là, être avec toi-même dans des gros défis. Est-ce que tu vis des choses comme ça? Tu sais, comme qu'est-ce que tu vis dans les montagnes que tu ne retrouves pas ailleurs? Qu'est-ce que ça te permet? À quoi ça te permet d'accéder? Ah, mais c'est ça, c'est vraiment intrinsèque.
Qu'est-ce que je ressens de façon mystique? C'est vraiment d'être connecté à quelque chose plus grand que moi. Et c'est ça, de là, quand je disais, je me sens en sécurité. Tu sais, même si je suis la nuit seule, il fait froid, il neige, j'ai un col technique toute seule à 3300. Je descends la portion la plus difficile avec des chaînes, une échelle, je suis pas attachée. Je me sens bien parce que je fais partie de toute cette expérience-là. C'est comme ça que je me sens. Tu sais, l'expérience mystique, pour moi, je la ressens vraiment de façon intrinsèque. Puis souvent, elle peut m'apporter, tu sais, comme dans les White Mountains, au New Hampshire, Mont Washington et tout. Je peux être dans un white-out où c'est tout blanc. Et que là, je vois juste une parcelle du soleil qui sort. Puis là, je fais comme « Ah! » Tu sais, je suis en sécurité, il est là. Puis je le sais, je le sens si je peux avancer ou si j'ai à me retirer. Il m'amène toujours ces signes-là qui me permettent d'être en sécurité. Oui, parce que c'est ça, c'est pas toujours d'avancer. Des fois, il faut savoir se retirer. Il y a des dangers, il y a des moments où comme c'est pas le temps, là. Oui. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis je la respecte, cette nature-là, qui fait en sorte... La montagne, je la connais, je l'habite et je suis visuelle. Donc, tout ce qui est me reconnaître dans l'espace aussi spatio-temporel, je sais exactement si c'est un white-out où est-ce que je me retrouve sur la montagne. Et je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Donc, je le sens si j'ai à passer ce passage-là ou pas. Ou si j'ai à me retirer. Donc, c'est vraiment cette connexion-là avec plus grand que tout. C'est un peu difficile à expliquer. Oui, ben non, mais on essaie de mettre des mots sur quelque chose qui est difficile, qui n'est pas tellement tangible, mais des fois, c'est juste de le partager, comment tu te ressens, comment tu ressens ça, ça peut aider à des gens peut-être comme sentir de quelle façon dans notre vie de tous les jours aussi, on peut sentir ce genre de moments-là de connexion. Puis, tu as parlé qu'en 2018, on t'a retrouvé, c'est la première fois que tu as essayé le tort des géants en 2018, c'est ça? Oui. On t'a retrouvée comme semi-consciente dans un sentier. As-tu failli mourir? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, ça faisait 1 an que j'étais atteinte de la maladie cœliaque. Ouais. Puis, c'est tout un changement d'univers quand on est diagnostiqué cœliaque qui fait en sorte que c'est beaucoup d'inconnus. Et pour moi, j'arrivais dans une course que c'était de l'inconnu aussi. Je ne savais pas que je partirais pendant... des heures et des heures sans m'arrêter. Puis, j'avais pas assez de nourriture sur moi. Puis, je pouvais pas manger. Pour ma part, je ne pensais pas que je pouvais manger sur les tables de ravito parce que les coureurs, c'est ça, qui ont à chaque 8 km. Donc, ils peuvent manger, se ravitailler. Et pour moi, j'arrivais, les bananes étaient coupées, les oranges étaient coupées, avec qui je voyais, j'observe beaucoup l'environnement. Il y avait un couteau, donc la contamination croisée. Mais jusqu'à temps que je réfléchisse, je peux peut-être... Est-ce que vous avez une banane complète? Oui. Mais à cette époque-là, trop gênée, je prenais juste une banane. J'aurais pu dire, hey, bring it on. Je peux-tu en avoir 3-4 dans mon sac? Parce que j'avais pas assez de nourriture pour me rendre jusqu'à la base de vie, 50 km. Fait que c'était à peu près 20 heures avant que j'ai accès à me ravitailler moi-même dans ma nourriture. Qui a fait qu'au bout de 192 km, les lumières se sont éteintes. Tu mangeais pas assez. Je mangeais pas assez. Donc, j'avais pas assez d'énergie. Puis, c'est les fermeurs de course qui sont arrivés puis qui m'ont réveillée. C'était vraiment flou la nuit. Puis, je leur parlais en anglais, mais à l'époque, je parlais pas anglais. Puis là, je disais, non, j'ai appelé I called the organization. Là, je montais Mais mon téléphone ne marchait pas. Là. J'avais pas à l'époque le numéro, l'accessibilité de faire des appels là-bas. J'avais pas compris comment faire ça. Fait que tout était incohérent. Puis je me suis fait évacuer, dans le fond, par 2 Italiens, sur le dos de 2 Italiens à relais, qui a fait par la suite, qui m'ont emmené en ambulance à la base de vie. Puis que là, ils ont fait comme... OK, les médecins m'ont évaluée. Elle a juste besoin de dormir. Elle est épuisée. Elle a juste besoin de dormir. Puis quand je me suis réveillée au bout de 8 heures, je suis comme dans un endroit vraiment inconnu. Puis je marche dans l'espace, puis je rouvre 2 portes, puis c'est un gymnase vide.
Puis là, il y a une Italienne. Ah! Martina! Puis là, elle me prend dans ses bras, elle me shake, puis elle dit, t'es arrivée ici, mais t'étais presque morte. Puis là, je me suis mis à pleurer. Ah. Mais tu sais, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que moi, je voulais être sur la montagne, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a été là le début de, hey, mais ma place est sur cette montagne-là, puis comment je peux faire pour revenir là? Parce que cet événement-là, c'est ma quête à moi. Comme toute personne, que ça soit dans d'autres sphères de vie, on a chacun notre quête à soi, notre tort à soi à vivre. Mm-hmm. Donc, c'est ça que j'inspire les gens. Tu sais, quand tu as dit en entrée de jeu, tu dois être tannée d'entendre ça de moins inspirante. Mais je me demandais beaucoup, mais qu'est-ce que je fais pour inspirer les gens? Parce que je suis dans mon chemin de vie. C'est ça que je fais. Fait que je le fais pour moi, mais mes pas que je fais inspirent les autres à le faire dans leur propre chemin. Ouais. Ouais, puis comment tu fais pour... tu sais, mettons, là, tu vis ça... Juste quand t'en parlais, je sentais toute la tristesse de gens, puis la déception de gens. Shit, moi, c'est sa montagne que je veux être, pas dans le gymnase. Mais de vivre, je sais pas si c'est le mot échec, mais je pense que ça en fait partie. Ouais, c'est un échec. Là, t'es comme, ton but, c'est de le finir quand tu vas là, quand tu t'entraînes pendant des mois, tu prends l'avion, tu vas là, tu sais, t'as comme tout ça, tu veux accéder à j'ai terminé, complété, j'ai réussi. Tu sais, on veut réussir, mais quand tu tombes en situation un peu d'échec comme ça, puis tu fais comment tu le prends pour faire en sorte que ça t'anéantisse pas? Tu sais, ça aurait pu aussi renforcer ta croyance que t'es pas faite pour ça, que tu sais, toute ton histoire de là, il y a les professionnels, puis moi, je suis qui pour penser que je m'en vais faire ça? Mais toi, ce que ça fait, c'est que ça t'a donné, de ce que j'entends, la force d'y retourner puis de mobiliser tes ressources pour que ça puisse t'amener à ton objectif. Tout à fait. Puis, tu sais, cette émotion-là que j'ai vécue, qui est de la déception, un revers, un échec, mais cette émotion-là, j'ai besoin de la vivre. Mm-hmm. Puis, pour ma part, je l'ai vécue et je l'ai partagée. Elle a besoin de sortir. Ouais. Elle a besoin de sortir sous toute forme de communication, que ce soit par des podcasts, des récits, ce soit dans notre journaling, créativité, importe de la façon qu'elle va sortir, mais elle se doit de sortir. Elle se doit d'être vécue et de sortir. Puis pour ma part, ça a été quand je suis arrivée, ils m'ont déposée à Courmayeur, à la base de vie. J'ai récupéré mes choses. Puis la première personne que j'ai appelée, c'est ma fille. Puis, tu sais, elle a toujours été là pour moi, tu sais, au travers de tout ça. C'est elle que j'ai exprimé ma peine. Ouais. C'était son écoute. Puis qu'elle a dit, mais maman, tu sais que tu vas recommencer. Tu sais que tu vas revenir, mais de façon différente. J'ai fait comme, ouais. Puis tu sais, c'était beau parce que elle m'a pas jugée, mais elle a cru en ce qui est fort en moi. Mm-hmm. Elle t'a rappelé qu'est-ce qui est en toi, les forces que tu as, tu sais, parce qu'elle, elle l'a vu. Ta première fille, vous avez sans doute traversé tellement de choses ensemble. Elle connaît de quoi... Elle connaît bien mon parcours. C'est ça, puis elle connaît de quoi est faite sa mère, là, tu sais, de quoi t'es capable, puis Puis c'est ce qui a fait que quand je suis revenue de façon différente, c'est de là, dans la cyclicité. Mm-hmm. Tu sais, quand on est dans l'automne, là, c'est lâcher prise. Oui. Puis le résultat, c'est lâcher prise sur le résultat. Le résultat, là, c'est nos succès, c'est nos échecs et c'est nos réalisations. C'est ça. Fait que comment je veux revenir, mais de façon différente. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi dans cette course-là que je veux évoluer? Mais à cette époque-là, c'était mon aspect physique que je voulais évoluer. Mm-hmm. Ce qui a fait que, j'ai pris ça, je suis allée chercher qui peut être à mes côtés pour m'aider à évoluer l'athlète en moi. Je suis allée chercher un coach, un entraîneur qui a les compétences et qui a fait le tort des géants. Ouais. À cette époque-là, la vie m'a mis sur mon chemin de vie. En 2019, on était 7 Québécois qui étaient sur la ligne de départ. J'étais la seule fille. Puis tout le monde avait réussi en 2019. Mon chum était là aussi avec moi.
Puis Éric Dehaye, qui est un coach, il a réussi, lui, le tard en 112 heures. C'est un coach de triathlon puis d'ultra-trail. J'ai demandé, je l'ai appelé, j'ai Éric, j'ai un projet. Je veux réussir à me classer pour être sur le tard des glaciers. Donc, est-ce que tu peux m'aider? Puis en 2019, j'avais réussi avec mon conjoint Danny, on l'a fait ensemble. On avait réussi en 144 heures sur 150 heures. Et si, pour être sur le tard des glaciers, il faut réussir en bas de 130 heures. Donc, j'ai dit à Éric, j'ai quand même beaucoup là, à retrancher. Là. J'ai 14 heures là, c'est énorme. Hey, merci de m'aider dans mes calculs. C'est énorme. Mais il m'a amené... Je faisais pas de vélo, je faisais pas de cross-training, moi, d'entraînement croisé. Tout ce que je faisais, là, moi, là, c'était de courir. 4 saisons. Courir. À l'automne, j'étais tout le temps blessée. Au printemps, j'étais toujours blessée. Donc, il m'a amené à m'entraîner différemment. Il m'a amené à être sur le vélo. Mm-hmm. J'avais peur de faire du vélo, moi, sur route. Bien, qui vient avec moi, vélo sur route? J'ai un vélo de montagne sur la route. Mais c'est mon Danny. Parce que c'est avec cette personne-là qui a les compétences, puis que je me sens en sécurité, que je vais aller apprendre. Fait qu'il est venu avec moi, on a fait un circuit 2-3 fois ensemble. OK. Puis après ça, je repars toute seule. Maintenant, je fais du vélo toute seule, puis je pars. Il dit, t'as fait 100 km de vélo, Marthe? Je dis, ouais, ça a super bien été. OK, mais t'avais-tu amené une trip de rechange de vélo? Parce que je sais pas comment changer encore un pneu, là. Ça, c'est dans mon évolution, là. C'est ça que j'allais apprendre. Je dis, mets-moi pas tes peurs dans ma tête, là. Je suis pas rendue là, mais je pars avec cette confiance-là. Mm-hmm. Mais ça fait partie des éléments que je vais évoluer. C'est fou parce que tout ce que tu racontes, tu sais, moi, c'est pas vraiment mon univers. Tu sais, là, je vais faire une petite saucette, là, ce printemps, je vais aller faire de la montagne, mais tout ce que tu racontes, on dirait que je vois comment ça s'applique dans la vie pour tout le reste. Puis c'est ça qui est beau aussi à travers ton histoire, c'est de dire, OK, mais un échec, est-ce que ça peut être tout simplement une occasion de voir ce sur quoi on a besoin de travailler. Ça peut être à notre service là, d'être comme, hey, voici les places, mes petits angles morts, les places que j'avais pas vues. Puis de le voir justement, de l'inscrire dans un cycle, de se dire comme, on est constamment en train de faire des cycles, d'essayer une nouvelle affaire, peut-être se planter, aller dans notre hiver de, aïe, il me suis planté, c'était pas le fun, de regarder qu'est-ce qui se passe, un peu comme tu disais que tu fais à chaque mois avec ton journaling quand tes menstruations arrivent, puis après ça, de repartir dans ton printemps, puis après ça, consolider dans l'été, mais c'est ça aussi avec l'échec, puis après ça, de dire, OK, dans le nouveau, tout ce qu'on fait dans la vie, mais de s'entourer de personnes avec qui on sent qu'on peut se planter à terre, puis qu'on va être en sécurité, puis que ces gens-là ont de la bienveillance envers nous, puis après ça, éventuellement, de bâtir notre confiance pour aller le faire tout seul. Puis, tu sais, c'est ça la vie, c'est une évolution constante, mais je pense que parfois, on vient se calcifier dans notre sécurité, ce qui nous empêche de vivre ça, puis de voir comment on peut se transformer. Puis, tu sais, là, tu disais, t'es rendu dans ta périménopause, l'âge avance, puis c'est de se rendre compte aussi qu'il n'est pas trop tard, que tu peux continuer à vivre des défis puis à avancer. Puis, en tout cas, je trouve ça vraiment beau de t'entendre. Puis, tu as dit que tu entraînais des gens. Puis ça pique ma curiosité parce que, ben, tu es en contact avec d'autres personnes. Tu sais, toi, tu as ton processus intérieur, comment ça marche. Puis merci d'ailleurs de partager là, l'équilibre masculin-féminin. Moi, je prends des notes. Hein, je fais ça, je me prépare là, pour mon propre défi. Mais quand tu accompagnes des gens, puis principalement, je serais curieuse d'entendre à propos des femmes parce qu'on a des choses en commun quand même. Là. Mais comme, qu'est-ce que tu remarques qui revient souvent, tu sais, comme genre de blocage? Ou, tu sais, est-ce que tu as remarqué des choses qui sont justement récurrentes dans des femmes qui veulent relever des défis, à quoi elles doivent faire face? Tu sais, est-ce qu'il y a des défis qui sont récurrents puis des forces qu'on ne savait pas qu'on avait en nous? Tu sais? Qu'est-ce que tu remarques? Ben, dans les femmes, j'accompagne autant des hommes que des femmes. Ce que je remarque beaucoup dans les sorties qu'on fait, les expériences immersives qu'on fait en montagne, c'est beaucoup la comparaison. Oh! Beaucoup la comparaison envers la performance. Envers les... Parce que moi, j'adore, là, mais c'est ça ma plus grande des qualités, là, c'est de créer l'harmonie. Mm-hmm. Puis... des fois, je vais créer des bulles de fratrie, puis je les mets ensemble pour qu'ils apprennent à connecter ensemble parce que chacun dans cette bulle-là
a son unicité, a son intégrité. Il a sa force qui va faire briller cette fratrie-là, cette bulle-là. Et souvent, ils sont jumelés avec des gens qui vont être plus forts qu'eux, qu'elles. Il va y avoir des sportifs, il peut y avoir des triathlètes, il peut y avoir des dames qui font des compostelles, il peut y avoir des dames qui font des... dans la soixantaine, puis qui font des 5 km de course, importe. C'est pas ça l'objectif en soi. Moi, c'est ce que je leur enseigne, c'est comment, à travers cette expérience-là, que ces gens-là sont une partie de vous-même, comme on expliquait d'entrée de jeu, que vous prenez puis que vous venez évoluer. Ils sont là de façon bienveillante et consciente. Mm-hmm. Tous ceux qui sont avec moi sur les expériences immersives en montagne sont conscients que ce n'est pas la pancarte à tout prix. C'est pas la performance. On n'est pas là dans une optique de temps. Des fois, on se rend même pas parce que on respecte la nature. On respecte le rythme du groupe. C'est vraiment pour être. Moi, c'est ce que je leur enseigne. Vous venez connecter avec l'essence de qui vous êtes par le biais de la montagne. Mm-hmm. Parce que la montagne, ça représente soi. Donc, jusqu'où que tu es capable d'aller dans tes limites. Et cette génération-là que j'accompagne, tu sais, c'est des 30 à 70 ans, j'adore parce que c'est multigénérationnel. Mais c'est cette génération-là qu'on n'a pas nommé nos besoins, qu'on n'a pas communiqué. Donc, ces femmes-là, c'est d'apprendre à mettre leurs limites, à ne pas être la mère sacrificielle, d'accepter l'aide. Elles sont jumelées avec des hommes que, pour eux, physiquement, c'est facile et que pour elles, physiquement, c'est difficile. Mais l'homme, lui, il vient chercher le côté émotionnel. Ralentir, de la douceur. Il vient travailler son énergie féminine au travers de son masculin qui est fort. Mm-hmm. Mais ça, c'est grâce à la femme qui, elle, vient travailler sa capacité à s'exprimer et dire « J'ai besoin d'aide. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Est-ce que je peux t'aider à prendre ton sac? Ça va être moins lourd sur tes épaules. Tu n'es plus toute seule. On est ensemble. Mm-hmm. Et là. Enlever son sac. Hein? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Comment? Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, si un jour je veux monter la montagne puis je suis pas capable d'emmener mon sac? Ben, c'est justement ça que j'ai dit à une de mes participantes. J'ai dit, elle a 70 ans. Elle est magnifique. Mais j'ai dit, le jour où tu vas vouloir faire ton propre défi, dans ton propre chemin, tu vas le faire à ta façon, puis ton sac, tu vas l'avoir à ta façon. Mais là, on est en interconnexion. On est en train de vivre quelque chose dans un collectif. Et comment, toi, dans ton intégrité, là, tu peux pas être dans ton intégrité quand tu es dans l'effort. Puis c'est difficile. On recherche l'équilibre, l'harmonie. Donc, en acceptant de distribuer ton sac, il y a quelqu'un que lui, il vient ralentir, mais il vient contribuer aussi. Puis là que toi, tu vas être capable de rire, tu vas être capable d'emmener ton essence, d'emmener tes talents, tes forces à l'intérieur du groupe parce que là, tu es dans cette capacité-là. Mm-hmm. Mais si on est dans la difficulté, on ne peut pas y avoir accès. Oui. Puis celui qui est en avant, que physiquement, c'est peut-être plus facile, il y a quelque chose à apprendre aussi de faire « Moi, je peux contribuer, puis je peux travailler avec les autres pour justement être là, ralentir. » C'est tellement beau de voir comment aussi on peut mutuellement s'apporter puis apprendre des choses. Ah, c'est riche. C'est tellement beau, puis c'est ce que j'aime de mon métier que je fais, puis dans ces accompagnements-là, c'est créer ces connexions-là sur la montagne, ces bulles de fratrie-là, parce que ça reste. Ouais. Ça reste dans le temps, là, tu sais, je connecte des humains ensemble, là. Mm-hmm. Puis moi, je suis comme une chef d'orchestre, là. Je trouve ça tellement beau. Je crée des symphonies. Ouais. Tout ça par ça, l'équilibre du masculin et du féminin. Tu sais,
moi, je les vois, là, je les lis, les personnes, là, je suis capable de les voir, là, comme, OK, j'ai beaucoup d'énergie masculine. OK, comment on peut amener de la douceur à travers ce groupe-là, tu sais? Puis là, je vais chercher des éléments dans l'autre groupe. OK, là, j'ai besoin de toi parce que, tu sais, elle va amener du rire, cette personne-là, tu sais? OK, là, fais un peu l'innocente, là, accroche un arbre, là, puis fais semblant que tu es en connexion, là, avec la nature, là, mais, tu sais, viens t'insérer au travers du groupe. Puis viens amener ton énergie. Viens amener ta belle lumière parce que c'est ça qu'elle est. Puis là, ça l'amène, là, tu vois, là, le groupe, là, ils commencent à rire ensemble. Avant, ils étaient dans la difficulté parce qu'ils essayaient de s'harmoniser. Mais là, OK, je suis allée chercher un élément. OK, c'est beau. Fait que c'est grandiose, c'est magnifique. C'est tellement intéressant. Là. Ouais. Je vois toutes les opportunités d'apprentissage, puis de croissance, puis de développement. Là, toi... T'en es où dans tes défis? Là? On dirait qu'on n'est pas allé là comme... Parce que là, tu dis que t'en as tout le temps des nouveaux, puis tu recommences. Là, t'en es où en ce moment dans... C'est quoi, là, ton prochain... Mon prochain défi, en fait, c'est j'ai pas réussi encore mon tort des glaciers. Depuis 2022, j'ai arrêté à 206 km à cause des barrières horaires. En 2023, 3 jours après que je suis arrivée à Courmayeur pour m'acclimater tout l'été, j'ai eu un accident, je me suis déchiré le ménisque. Donc, j'ai passé mon été à me reconstruire. J'ai quand même pris le départ de la course, que j'ai arrêté au bout de 45 km parce que j'avais le genou tellement enflé. Et je suis revenue, dans le fond, de façon différente. De là, j'ai fait du ski. Puis, en 2024, cette année, l'année passée, j'ai pris le départ du Tort des Glaciers et j'ai arrêté exactement à la même place. Ah ouais? 206 km, barrière horaire, exactement. Puis là, j'étais comme, je suis en train de reproduire exactement le même tort. Si c'est ce qui a amené dans mon hiver, la réflexion aussi avec mon coach qu'on a vraiment décortiqué, que l'altitude déshydrate énormément. Pour 2 % de déshydratation, c'est 6 % de baisse de performance. 1, 2, je suis périménopausée et 3, cœliaque. Donc, moi, j'ai vraiment un combo gagnant qui fait que je suis, à comparer des autres, que c'est ma réalité. Donc, et j'ai été sous-alimentée. Donc, j'avais pas assez de nutriments pour supporter les efforts physiques que j'avais. Mais tu sais, le froid, c'est un stresseur thermique. C'est un stresseur thermique. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Tu sais, je te dis le mot stresseur. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai comme encore plus ouvert ma curiosité. Le fameux système nerveux. Hein? Ma course fait en sorte que je mets mon corps à dure épreuve, qui est un stress, qui est chaud du cortisol, qui m'envoie dans mes surrénales épuisées. Bon, c'est tout du nouveau langage pour moi. Mais là, je suis en train de me faire accompagner par Karine Mousseau avec l'alimentation cyclique. Et c'est toute cette quête-là qui m'amène à, OK, quand j'amène un état de stress à mon corps, comment je peux lui amener un état de repos? Fait que pour moi, je le vois encore dans action-repos. C'est encore du masculin et du féminin. Équilibré. Équilibré. Donc, je suis dans cette quête-là de déshydratation. Fait que comment je peux m'outiller à m'hydrater dans des longues distances avec des conditions thermiques. Actuellement, je suis en train de me préparer de cette façon-là. Et aussi l'alimentation, tout un changement d'habitude alimentaire. Essayer de me connaître, ma cyclicité, parce qu'avec la périménopause, mon cycle, il est variable, il n'est pas régulé. Fait que là, c'est de la connaissance de soi. Avec la température, je vais aller chercher ma température au niveau de mon col d'utérus. Moi, c'est toutes des choses que mon corps, moi, j'étais pudique, là. Fait que là, c'est d'aller à la connexion, d'accepter la femme que je suis comme ça, là.
Fait que je suis vraiment dans quelque chose d'autre qui est... C'est intéressant parce qu'on dirait que c'est pas ce... Tu sais, quand je pense à, mettons, le tort des géants, le tort des glaciers, je pense à certains défis, puis mais je pense pas à la profondeur de ce sur quoi tu es en train de travailler. Puis ce que je trouve cool aussi, c'est ça. Tu parlais de Cynthia Mott tantôt avant qu'on enregistre, puis de Karine Mousseau qui a aussi été sur le podcast, c'est de voir comment aussi il y a un village autour de toi qui peut se bâtir en venant comme... continuer à apporter des outils. Puis c'est ça, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, parce que c'est ça la mission de l'École de la vie, c'est venir de nous permettre de nous outiller pour notre expérience humaine qui est unique à chaque personne, mais de sentir que ça a un petit impact dans ce que tu es en train... Hey, c'est beau, là! Énorme! Puis tu sais, je t'avais écrit, je t'avais remercié parce que l'École de la vie a été comme, je vais dire, un peu... Tu sais, j'aime ma mère du fond de mon cœur. Elle a fait ce qu'elle a pu avec les connaissances qu'elle avait. Mais c'est pas ce que vous êtes. Pour moi, ce que vous êtes en train de m'apprendre, m'éduquer à être cette jeune fille-là, à être cette femme-là, à être cette visionnaire, cette sage-femme-là. Mm-hmm. Et à être aussi, tu sais, c'est comme Cynthia, tu sais, cette souveraine. Mais que j'ai le droit de dire mes limites, j'ai le droit de m'exprimer. Voici comment je me sens, puis c'est tout à fait naturel. Donc, c'est grâce à vous de connecter à ces femmes-là qui me permettent d'avancer dans mon cheminement vers mon équilibre, mon bien-être à travers le tort. C'est tellement beau. Ouais. Puis merci à travers tout ce que tu viens de nous partager, de contribuer à ce tissage-là, à cette toile-là qu'on est en train de créer ensemble, de co-créer pour justement s'accompagner mutuellement, peu importe notre histoire dans cette expérience humaine-là. Puis ce que tu as apporté aussi à contribuer est vraiment grand. Fait que merci aussi de pas juste le faire pour toi puis tout ça, mais comme aussi d'accompagner d'autres gens, de partager ta méthode, le mindset. Puis fait que merci de aussi à travers ton expérience en faire bénéficier d'autres personnes. Puis pour les gens qui... Je veux juste dire, je te trouve vraiment badass, là. T'es vraiment... regarde, je suis vraiment impressionnée. Puis je trouve ça vraiment beau comment tu tisses aussi cette sagesse-là à travers ce que tu fais. Puis je sais que tu fais des accompagnements. S'il y a des gens là, qui ont envie soit de se dire « Hey, coudonc, peut-être moi un petit défi, ça me tenterait. » Ou tu sais, comment est-ce qu'on peut suivre tes aventures? Je sais aussi que ton documentaire, j'ai vu des petits bouts de la pré-bande-annonce tantôt. Donc, il y a ça aussi. Oui, dans le fond, le documentaire, je suis vraiment honorée parce que j'ai eu une équipe de tournage qui me suivit et qui me suivent pour partager ce parcours-là qu'on vient de se dire, puis qui ont pris des images pendant le tort des glaciers, le dernier tort. Puis on va vraiment le présenter dans des festivals. On est approché auprès avec des diffuseurs. Fait que on veut le mettre sur le web aussi. Fait que ça, je suis vraiment honorée. On a une campagne de sociofinancement. Sur ma page martinemarois.com, il y a les informations, aussi les informations pour mes défis sportifs, mes accompagnements et sur mon Instagram, Facebook. C'est sûr, je suis de la génération Facebook. J'aime ça, écrire des récits. Mais je m'adapte, c'est ça, hein, la puissance et la beauté, c'est de s'adapter à la réalité. Donc, Instagram aussi, j'aime beaucoup partager en story mon day-to-day. Donc, c'est là qu'on peut me trouver. Puis, venez m'écrire. J'adore connecter avec les gens. Oui, c'est vrai. Tu es très ouverte à travers tes DM. Là. On peut slide dans tes DM. Oui. Ça, c'est sur Instagram pour entrer en communication avec toi. Merci d'ailleurs d'avoir ce canal-là ouvert. Là. J'étais comme, mais t'es accessible, cette Martine. Mais oui, merci énormément pour tout ce que tu viens de partager avec nous. Je repars avec vraiment oui, concrètement, je pense que je vais commencer à t'observer. Moi aussi, je vais incarner ma Martine Marois dans mon défi avec le camp. Puis merci de le faire avec tellement d'humilité, puis tellement, c'est ça, d'authenticité, de juste être comme... C'est ça que je suis, puis je sais pas comment ça marche, puis j'ai pas réussi, mais je recommence, puis je pense que juste ça, on peut vraiment s'inspirer de toi. Puis je vais arrêter de dire inspirante, mais il va falloir que tu le mettes dans tes petits badges, là. T'es une personne vraiment qui nous permet justement de voir ce qui est possible en nous. Fait que merci de nous permettre de nous offrir ce beau miroir-là. Merci. Merci, Martine.